Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je suis avec Jules. Salut Jules. Salut, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci beaucoup. Bienvenue chez moi. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bah ouais, donc je suis Jules, je suis un pote de Gauthier. On s'est rencontrés il y a quelques années quand on faisait nos études ensemble. Et voilà, on est tous les deux animés par notre passion de l'audiovisuel. Et du coup, c'est avec plaisir que je fais ce podcast avec toi. Très bien. Quoi ? Juste un... Excuse-moi. Je peux meubler pendant ce temps-là, hein, y a pas de souci. Fais un peu de scat. Skablibap, skablibap. Comment tu définirais ton rapport au cinéma ? Mais bah, je dirais, c'est pas de la passion pure et dure, l'amour des classiques ou quoi, c'est plus de la curiosité, voilà. Du coup, depuis que je suis gamin à peu près, ou depuis que je suis en âge de me faire ma propre culture ciné, j'ai toujours été très curieux et j'ai bouffé à peu près tous les films que je pouvais avoir sous la main. Donc ça va du film à popcorn, au vieux nanar, aux grands classiques, aux films un peu que personne ne connaît, mais pour lequel j'ai une tendresse particulière, pour je ne sais quelle raison, que ce soit de la nostalgie ou quoi, et voilà. Et c'est un peu le film que j'ai choisi aussi aujourd'hui, pour cet épisode de Screenshot. Abonnez-vous. T'es parfait comme invité. Merci. Du coup, c'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film ? Ouais, du moment qu'il y a de l'image et du son, moi ça me va, hein. Je suis pas très compliqué. Non, c'est vrai, je peux regarder un film sur un téléphone comme dans une salle de ciné. Dans tous les cas, je passe un bon moment. Voilà. Et toi, t'as besoin d'être dans des conditions particulières ? Non, j'ai pas forcément besoin d'être dans des conditions particulières. Après, j'aime beaucoup le cinéma. Et en fait, parce que quand je suis au cinéma, je suis complètement concentré sur le film, en fait. Il y a que ça qui compte pour moi. Alors que si je suis chez moi ou si je regarde sur un téléphone, j'ai plus tendance à mon esprit papillonne un peu plus. Après, du coup, je suis moins concentré. C'est aussi le contexte de ce que tu regardes. C'est-à-dire que si tu regardes un film d'horreur qui est censé être un peu flippant, t'aimes bien te mettre dans des conditions d'angoisse, tu vois, t'éteins la lumière, t'es tout seul dans ta chambre, tu te mets sous ta couette ou quoi, et t'es en condition. Si tu regardes une espèce de comédie un peu débile, avec de l'humour pipi caca, t'aimes bien être avec tes potes, une bonne bière. En fait, je pense que la façon de consommer le film dépend du film en lui-même, en fait. Oui. C'est ça. Oui, je suis d'accord, mais j'aime voir quand même tous les films au ciné. Non, mais comme je disais, oui, du coup, je suis plus concentré sur le film, ça c'est sûr. Et sinon, j'aime bien regarder des films n'importe où aussi, hein, sur mon téléphone. Ça m'arrive sur mon téléphone aussi, contrairement à Hugo. Ça balance. Rappel de l'épisode précédent. De 3 épisodes précédents. Ah oui. Eh oui, on n'est pas en direct. Eh non, pas du tout. Désolé. C'est un mensonge. Quand t'es au ciné, t'aimes bien t'asseoir où ? La classique, hein, la place du milieu, le plus symétriquement possible à l'écran et au canot derrière pour avoir la meilleure sensation possible. Oui, voilà. Après, s'il reste qu'une place à gauche, je prends la place à gauche, hein, je suis pas non plus... Oui, écoute, tout le monde fait... un puriste jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film ? Bah là encore, ça dépend aussi de quel type de film on regarde. Mais je pense que la caractéristique principale, c'est de s'évader complètement. C'est genre d'être pris par la mise en scène ou l'histoire, etc. Et juste ne pas analyser. Être pris par par l'expérience et l'analyser après coup. Mais si tu te mets à analyser un film pendant que tu le regardes, c'est quelque part... la démarche, elle est biaisée, je pense. Tu vois, si pendant que tu le regardes, t'es en train de te dire « Ah putain, ils ont fait tel effet de caméra, je m'attendais pas à ça », bah quelque part, t'es sorti du film. Enfin, je pense. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. On est tous les deux d'accord. Fantastique. Du coup, on va passer au film que t'as choisi. Ouais. Mais avant ça, c'est quoi les autres films auxquels t'as pensé quand je t'ai dit un film qui t'a marqué ? J'ai pensé à mes classiques à moi, en fait. Donc, j'ai pensé au Seigneur des Anneaux, mais je me suis dit que c'est un film dont tout le monde a parlé 250 fois, donc ça n'a pas spécialement d'intérêt d'en refaire un épisode là-dessus. J'ai pensé à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce que c'est un film qui m'a beaucoup touché. Après, je sais pas si j'aurais grand-chose à raconter là-dessus. Et au final, j'ai choisi Pitch Black.
parce que c'est un film que j'aime d'amour et qui est un peu la honte pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que j'aime ce film, les gens me vannent. Du coup, c'est plus pour défendre ce film que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Parce que je pense qu'il ne mérite pas la réputation qu'il a. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu ce film ? Ouais, j'étais au collège. C'était un samedi soir tout pourri vers 2h du matin où j'avais rien à faire et j'ai trouvé ce film-là dans mon ordi, des trucs que j'avais téléchargés, que j'avais jamais regardé. Et je me suis dit, bah pourquoi pas ? Et j'ai adoré. Et voilà. Et depuis, c'est un classique. Et qu'est-ce qui t'a tant marqué dans ce film, du coup ? Vin Diesel. Très très bon Vin Diesel, c'est une pépite. Oui. À lui tout seul, c'est une pépite. Il est très bien. Il y a juste Vin Diesel ? Ah bah non, mais tu veux que je te raconte l'histoire, du coup ? C'est un ensemble, en fait. Oui. C'est la thématique survival, c'est un genre de Alien, en fait, avec les visuels à la Mad Max. Et c'est le côté aussi film de science-fiction, petit budget du début des années 2000. Je sais pas, il y a une espèce de grain qui me touche. Ça a joué sur la corde nostalgique, je sais pas pourquoi. Et du coup, dès que je l'ai vu, ça a été un coup de foudre tout de suite. Voilà. Ben, c'est ça que j'attendais. Ah, mais pour que je m'ouvre à toi, il faut que tu me... tu vois. J'ai oublié de te demander de me pitcher un peu le film. De te pitcher Pitch Black. Oui. Très bien. C'est tout simplement l'histoire d'une bande d'une dizaine de personnes qui survivent à un crash de vaisseau spatial. Ils atterrissent sur une planète a priori déserte. Et parmi les rescapés, il y a Riddick, interprété par le phénoménal monumental Vin Diesel, qui est un repris de justice finalement, qui doit être emmené dans une prison par un chasseur de tête. Et du coup, on suit ce groupe de survivants qui essayent de survivre, et en même temps, on suit Vin Diesel qui essaye d'échapper aux mains de la justice dans ces conditions. Et il se trouve que cette planète déserte, elle est peuplée par des monstres nocturnes qui tuent tout le monde dès qu'il fait nuit, sauf qu'il n'y a pas de souci parce que c'est une planète où il y a 3 soleils, donc en principe ça va, sauf que merde, le jour où il se crash, il y a une éclipse solaire des 3 soleils en même temps. Et du coup, c'est un peu une course contre la montre parce qu'il faut qu'ils arrivent à quitter la planète avant que tous les monstres ne les bouffent. Voilà. Parfait résumé de... Comme j'ai dit, c'est comme l'histoire. Alien, mais en mode Mad Max. Voilà. Mais oui, il y a vraiment un côté Alien. Je me suis fait la réflexion pendant le film. En mieux, non ? Quoi ? En mieux ? Alien Oui, en mieux. bien sûr. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas Vin Diesel dans Alien. Déjà. Ça n'aide pas. Mais est-ce que maintenant tu... Enfin, tu l'as dit, hein, mais est-ce que ton avis a changé sur le film ? Vis-à-vis de la première fois où je l'ai vu ? Ouais. Tu veux dire ? Bah oui, j'imagine que aujourd'hui, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est plus de la nostalgie qui m'anime quand je parle de ce film-là. Je suis peut-être moins excité qu'avant, parce que je l'ai vu une dizaine de fois et que la magie, elle est un peu partie. Mais vu que c'est un film que j'ai adoré quand j'étais plus jeune, et bah, du coup, à chaque fois que j'y pense, bah, ça me donne le sourire. Tu vois ? Et est-ce que le fait que tu sois un peu... J'ai un peu un cœur d'artichaut. Oh. C'est pour ça. Est-ce que le fait que tu sois un peu le seul de ton entourage à aimer ce film fait que tu l'as défendu plus que t'aurais dû, tu penses ? Ah oui, tu veux dire, est-ce que j'ai beaucoup de mauvaise foi en moi ? Oui. Je suis quelqu'un de très mauvaise foi de base, faut le savoir. Du coup, si tu me dis que ce film c'est de la merde, et bah, je vais te répondre que non, c'est un chef-d'œuvre. Si tu me dis que c'est le pire film que t'aies jamais vu, et bah, je vais te répondre que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Et du coup, voilà. En effet, peut-être que j'ai un petit peu abusé, mais c'est un peu l'effet. Comment il s'appelle déjà ? Ouais, Sylvester Stallone. Avec les Rocky et les Rambo, Sylvester Stallone, il y a toujours eu un peu l'image auprès des gens qui le connaissaient pas forcément de l'action man écervelé qui fait que des films de bourrin. Mais au final, si on regarde un peu plus près sa filmographie, Rocky, ou du moins l'épisode 1, c'est un drame social. C'est un film qui est touchant, poignant, qui essaye de dire des choses. Et on lui accorde pas ce crédit-là parce que c'est Sylvester Stallone. Et c'est lui qui l'a écrit. Exactement. Et qu'il a réalisé aussi, il me semble. Non, pas le premier. Il a réalisé le troisième, je crois. Ouais, c'est ça. Pas le premier. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a certaines figures du cinéma qui ont une image à contre-courant de ce qu'ils sont vraiment. Et je pense que c'est l'effet Stallone et c'est l'effet Vin Diesel aussi.
Vin Diesel, il a l'image du mec de Fast and Furious, un peu stupide, alors que si tu te penches un peu plus sur sa filmo, tu trouves des pépites comme Pitch Black. Mais moi je l'avais découvert avec le Soldat Ryan, il avait un second rôle dans le Soldat Ryan, et il apparaissait peu, mais ses scènes étaient poignantes. Donc voilà. Je me demande si c'est pas à partir de là que je me suis intéressé à Vin Diesel et que j'ai découvert Pitch Black d'ailleurs. Je crois que c'est à la suite du Soldat Ryan, où je me suis dit, il est pas mal ce mec, on va voir ce qu'il fait d'autre. D'accord. Est-ce que t'as d'autres films en tête de Vin Diesel? Ah bah j'ai Fast and Furious après, mais pour le coup je vais pas défendre tous les films de Vin Non, Diesel. mais je sais pas, tu parlais du Soldat Ryan, peut-être que t'avais vu un autre film que t'avais bien aimé. Là j'en ai pas. Bah en vrai, Pitch Black c'est le premier épisode d'une série en fait. Oui. C'est une trilogie. Donc j'ai choisi de parler de Pitch Black parce que c'est le premier, mais j'aurais pu parler de n'importe lequel parce que c'est une très très bonne trilogie. Voilà. Le 2 un peu moins bien, mais le 3 est excellent. Le 1 et le 3 sont excellents. Très bien. Le 2 c'est un peu... Est-ce que t'as vu le court-métrage animé enfin court-métrage, oui. 40 minutes. Très très bien. Très très bien. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Oh, mais je les ai pas vus, hein. Ah, d'accord. C'est juste que, en me renseignant sur le film, j'ai vu que, du coup... Ouais, bah ah non, mais j'étais taré de ce film-là, du coup, j'ai vu un peu tous les trucs liés à ça, tout ce qu'il y a autour du projet, j'ai maté les commentaires audio des films, et il y a même dans les bonus du DVD, parce que j'avais le coffret DVD, après coup, ils ont fait une espèce de journal de bord du personnage qui traque Riddick, en fait, qui traque Vin Diesel. Et du coup, il y a une trentaine de minutes de scénettes racontées par ce personnage-là, et en fait, ça me fait me dire que il pourrait y avoir un autre épisode de ce film-là, quoi, bientôt, tellement l'univers il est riche, en fait. Ouais, tellement il est grand. Exactement. D'ailleurs, il y a un épisode 4 qui devrait se faire. J'ai entendu parler, ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Mais avec Vin Diesel toujours ou... Ouais, apparemment, même réal. Ça fait vieux un peu là, non? Même réal, Vin Diesel. Ouais, bah on verra. Pourquoi pas, hein. Moi je suis pas fermé à l'idée. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant le film, quelque chose que j'ai pas mal aimé, c'est des parties pays de couleur qui sont... Mais oui. Qui sont vraiment très forts en fait. Ouais, parce que c'est un film très bricolage aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils avaient très peu de budget, mais ils ont contrecarré ça avec une inventivité, une créativité en termes d'image et de lumière assez impressionnante. C'est le genre de mec qui a une lampe à lave et une lampe à plasma, il va réussir à te faire une lumière de malade avec, quoi, parce que juste il regorge de créativité en fait. C'est ça. Et j'aime beaucoup. Et je suis content que tu aies remarqué ça aussi. Non, mais j'ai bien aimé en fait, je trouvais que l'esthétique, enfin ça donnait une vraie esthétique au film, et ça justement, je trouve que du coup je comprends un peu le côté marquant de ce film là, parce qu'il a une esthétique un peu éclairage lampe à lave. Un peu unique. Ouais. Il y a autre chose qui m'a marqué, c'est le fait que du coup on est en 2000 et il y a des personnages musulmans qui sont pas les méchants. Oui, c'est vrai. Putain, oui, c'est vrai. Et on voit qu'on était en 2000 et pas en 2001. Tu penses que ça aurait radicalement changé le film si ça s'était passé 2 ans plus tard? Pas le film, mais ces personnages secondaires, oui. Ils seraient pas musulmans. Après, je crois aussi que c'est quelque chose qui s'applique aux films gros budget, produits par des majors, tu vois, ce genre de réflexion. Et là, c'est plus un film indépendant, produit par des mecs pas connus et tout. Et ça permet une certaine liberté d'écriture, je pense. Et du coup... je pense que quoi qu'il en soit, ils auraient été... Si le réalisateur veut que son personnage soit comme ça, il n'y a pas un producteur derrière qui va lui dire « Ah non, ça colle pas avec l'image dans les médias, etc. » machin. Je pense que le fait d'être indépendant, ça permet aussi d'être plus libre en termes de créativité. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. J'espère, en tout cas. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, il y a eu vraiment un côté de peur, et je pense qu'il y aurait eu peut-être un changement, même s'il était indépendant. Je pense que pour un point de vue de dire, ok, il faut que je touche quand même un public, et ce public risque... Ouais. Mais après, ce que je trouve assez cool aussi, c'est que du coup, les personnages musulmans qui sont présentés, ils sont très religieux et justement... et très dans le respect ou des choses comme ça. Bah, c'est surtout que c'est les seuls personnages du film, parce qu'on suit une bande d'anti-héros un peu quand même, oui. Qui ont tous énormément de défauts, de vices, etc. Et c'est les seuls personnages du film, en tout cas l'imam, qui semble droit, qui semble... Ouais, c'est le seul personnage qui a une certaine éthique, en fait. Ouais. Pour rester dans
dans les remarques. Il y a un truc qui, moi, m'a justement, au contraire du fait que j'ai trouvé ça cool qu'il y ait des personnages musulmans qui soient pas méchants, je trouve que le traitement de la jeune fille, qui enfin, quand il y a la révélation que ça devient une jeune fille, je trouve que ça devient un personnage fragile à défendre, à protéger, alors qu'avant, c'est pas très du bien tout. amené d'ailleurs. Ouais. C'est très très bien amené. Oui, parce que du coup, il y a un personnage pendant tout le film d'un gamin de 14 ans, crâne rasé, qui reste un peu en retrait, on sait pas trop qui c'est, mais en gros, il se fait passer pour un garçon, et vers le dernier tiers du film, on se rend compte qu'en fait, c'est une fille. Et on s'en rend compte parce que les monstres nocturnes sont attirés par le sang, et il se trouve que cette fille a ses règles, et du coup, elle attire les monstres. Et ça crée une espèce de dissension dans la bande de survivants. Et Vin Diesel, le personnage de Riddick, c'est le seul personnage qui a l'air de, de comprendre ça, de prendre soin d'elle. Ah non, remarque, j'ai une connerie, parce que la fille aussi, elle comprend. Oublie ça. C'est pas intéressant ce que je viens de dire. Mais ouais, en tout cas, c'est très bien amené comme séquence. Une fois qu'on a amené que ce personnage était une fille, je trouve que justement en fait son traitement il change complètement et que ça devient un peu un personnage faible. Ça a jamais été un personnage hyper fort ou leader du film, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement de traitement de ce personnage. Ouais, mais je pense que c'est juste la structure narrative qui veut ça. Il faut redonner des enjeux, redonner des clés au scénario, et c'est un moment crucial, cette révélation. Et du coup, ça permet de redistribuer un peu les cartes. Ça fait que, typiquement, Riddick, qui est un personnage qui, d'habitude, ne fait que cavalier seul pendant tout le film, il ne tient qu'à lui, et à aucun moment tu vas le voir essayer de protéger d'autres personnages. D'un coup, il y a cette fille-là qui arrive, et même si elle était là depuis le début, ça change tout pour lui. Et tu sens qu'il a une espèce de figure un petit peu paternelle et qu'il essaye de la défendre. D'ailleurs, le combat qui final avec sa némésis, là, elle part de là, il essaye de défendre la nana, quoi, de base. Ouais. Donc je pense que c'est juste en fait un tour de passe-passe scénaristique. Voilà. Ok. Parce qu'il faut pas oublier qu'un film, c'est aussi une structure, c'est aussi... voilà. On fait pas n'importe quoi avec un scénario, quoi. Donc il faut, mine de rien, retomber dans les clous, quoi, et ça fait partie du jeu. Voilà. Non, mais c'était juste une observation. Je voulais voir comment tu voyais le truc, mais... Je pense qu'on peut voir ça comme ça. En fait, c'est ce personnage-là qui permet à... Lui et le personnage de Caroline, c'est ces deux personnages-là qui permettent à Riddick de s'accomplir complètement en tant qu'héros. Pendant tout le film, c'est un anti-héros, c'est un mec qui a plein de vices, etc. Et à partir du moment où il a une espèce de raison de protéger quelqu'un, de quelque chose, une espèce de plus grand but que lui-même, et c'est là que la chenille se transforme en papillon. Voilà. Wow. Voilà, comme une chenille qui se transforme en papillon, tout à fait. Et il s'accomplit et devient Riddick. Il devient d'un coup le personnage principal, alors que pendant tout le film, c'est qu'un personnage secondaire finalement. Ça, on en a pas parlé non plus, mais c'est intéressant aussi. C'est que le personnage principal du film, c'est pas Vin Diesel, c'est Caroline, c'est la fille, la pilote. Ouais. Et pourtant, c'est une trilogie qui est basée sur le personnage de Riddick, mais finalement, le premier épisode, il est complètement en retrait, on le voit que très peu. Pendant les premières 45 minutes, c'est juste une ombre, une forme qui apparaît de temps en temps dans un coin de l'image, mais on le connaît pas du tout, quoi. Je trouvais ça super intéressant comme façon de traiter son personnage. C'est peut-être un personnage secondaire, mais il est quand même très présent. Enfin, on parle beaucoup de lui. Il est très présent. Encore heureux qu'il est présent. Oui, non, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que le film ne tourne pas que autour de lui. Oui, clairement, il ne tourne pas autour de lui. Et pour un film, en plus, un peu de série Z, science-fiction et tout, on pourrait s'attendre à un truc un petit peu demeuré. Et au final, le personnage principal, c'est un personnage féminin, fort, qui prend des décisions. Je sais pas, je trouve que c'est un peu en avance sur son temps à ce niveau-là. C'est quasi féministe comme film. Donc on va passer à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des films que tu as vus récemment que tu as bien aimé? Ou revus récemment? Ouais, et là on est actuellement dans mon salon, et si tu tournes la tête à ta gauche, tu vois une énorme affiche de Denzel Washington pour le film Junkie, et on l'a rematé l'autre jour avec mon coloc, et c'est un excellent film, un très beau drame social sur le système médical américain et les histoires de sécurité sociale et tout. Et excellent film que je ne saurais te recommander assez chaudement. Voilà. Très bien, parce qu'en plus je l'ai pas vu. Donc, c'est une très très belle affiche. D'autres films?
Je sais pas, toi, tu en as? On peut faire de ça une conversation, sinon c'est possible. Oui, non, mais bien sûr. Mais surtout que je commençais à me dire peut-être qu'il faut que je mette des trucs, enfin des recommandations moi aussi. Bah ouais, parce que toi, en plus, tu fais tous les épisodes, donc Oui. ça permet de créer un fil rouge. Mais j'ai vu une série sur Netflix que j'ai beaucoup aimée, Ouais, qui s'appelle The Politician, ouais. avec Gwyneth Paltrow et Ben Platt. Alors Ben Platt, il est pas trop connu ici, mais c'est genre un peu une star de Broadway aux États-Unis. Mhm. Et Ah, mais attends, c'est pas un peu une contrefaçon de House of Cards? Ou pas du tout? c'est un peu l'idée. C'est une série de Ryan Murphy, donc celui qui a fait Glee, Ouais, American Horror Story et Nip Tuck, et, entre autres, parce qu'il il fait beaucoup de trucs. c'est devenu le pape de la télé Ouais. aux États-Unis. Et en fait, il y a un côté, comment dire, c'est genre un lycéen qui est en dernière année Mhm. et qui veut devenir le président des élèves, et du coup, en fait, il y a une élection, enfin, qui va beaucoup trop loin dans les Par rapport au complots, cadre, ouais, école, tout ça, quoi. c'est ça. Et du coup, il y a un côté très marrant de parodie de ce truc-là. Et à la fois, la série a un vrai parti prévisuel, je trouve, et une vraie esthétique, qui Comment est tu dis qu'il s'appelle l'acteur le créateur? Ryan Murphy. Ryan Murphy. Ouais, c'est lui qui fait tout. Il bouffe à tous les râteliers, lui. Oui. C'est Alors tout. là, C'est de bah, c'est- libertinage audiovisuel. mais en fait, Partout. le mec a fait quasiment toutes les séries de Fox depuis une dizaine d'années, là. Ouais. Et il vient de signer un contrat pour 5 séries, je crois, chez Netflix. Ok. Qui, d'ailleurs, Netflix, en tout cas en France, Il s'arrête pas, quoi. diffuse toutes ces séries. Hein, Ouais. parce que toutes ces séries sont dispo sur Netflix. D'accord. Quasiment. Enfin, parce que Nip Tech, non, mais sinon le reste, tout est dispo. Vu qu'il y a Glee qui est arrivé récemment. Et non, c'est vraiment assez cool. J'ai vraiment passé un très bon moment à regarder cette série. Et c'est à la fois très drôle et à la fois hyper prenant. Mais je trouve que parfois ça va un peu trop loin, et je me dis, parce que je me dis, ok, à la fin ça se termine, il n'y aura pas de saison 2. Je trouve qu'ils amènent très bien une saison 2, mais je sens que, comme beaucoup de séries des séries de Ryan Murphy, je trouve que plus les saisons avancent, plus ça tient moins bien sur la durée, quoi. Et ça, Ah ouais. c'est ça mais je trouve, Comment t'expliques ça? je sais pas, mais je trouve que c'est un mal qu'il y a beaucoup dans les séries en ce moment. C'est que souvent une très bonne première saison avec un concept hyper fort, qu'ils Ouais, arrivent c'est pas ça, du c'est le tout concept. à, C'est parce qu'ils cherchent tellement le côté explosif d'intro que ouais, qu'ils qu'ils mettent arrivent toutes pas leurs à cartes, en ouais. fait. Ils abattent toutes leurs cartes dès le premier acte, et derrière, il faut composer avec ce qui te reste, en fait, tu vois. Ils arrivent pas à C'est un tenir peu la l'effet, suite. l'effet Lost ou How I Met Your Mother, dans le sens où on part avec un concept fort d'intro, et puis merde, on doit signer cette saison là-dessus, et au bout d'un moment, tu sais plus comment retomber sur tes pattes parce que tu t'es trop éloigné de ton concept original. Mais au bout d'un moment, il fallait bien faire des épisodes, il fallait bien avancer dans l'histoire. Mais en vrai, il y a très peu de séries où les gens sont. Enfin, les fans de la série en question sont unanimes sur la qualité de la fin, quoi. Chaque fois que je vois des fans d'une série, la plupart du temps que cette série est terminée, ils me disent ah ouais, par contre, la fin, elle m'a déçu, tu vois. J'ai pas trop d'exemples de séries où les gens ont dit ah ouais, c'était génial de A à Z, quoi. Et je pense qu'aussi il y a un côté de les gens ont pas envie que ça se termine. Bah ouais, mais c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, tout a besoin d'une conclusion. Pour qu'une œuvre elle soit complète, il faut qu'il y ait une conclusion. Je sais pas. Mais en parlant d'une série qui s'est terminée récemment et qui a été très très bien, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Ouais. Qui est en partie créée par Rachel Bloom, qui est l'actrice principale. Donc c'est une série musicale où une avocate brillante de New York mais déprimée, va tomber sur son amour de jeunesse de camp de vacances et va du coup déménager en Californie dans une ville toute nulle, et pour le retrouver et sortir avec lui, sauf qu'en fait il a déjà une meuf. Oui. Et du coup elle va devenir un peu The Crazy Ex-Girlfriend. Et c'est une série musicale et j'aime bien ça, moi. C'est important. Ouais. Voilà, et en plus je trouve que c'est quand même et les numéros musicaux sont hyper drôles, et du coup pour ceux qui aiment pas la comédie musicale, je trouve que c'est quand même un bon moyen d'entrer dedans.
Et donc je disais, les numéros sont super drôles, mais aussi ils sont vachement... il y a vachement de références aussi. De plein de choses de musique pop ou alors de comédie musicale. Donc c'est vraiment cool. Il faut regarder Crazy Ex-Girlfriend. Je garde ça en tête. C'est sur Netflix. Enfin, c'est pas une série Netflix, mais... C'est devenu un argument de vente, ça. C'est sur Netflix. Ah bah c'est bon. Mais beaucoup de monde dans Netflix ou a le compte de quelqu'un, donc... Oui, moi j'ai le compte de ma mère. Voilà. Merci maman. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. Formidable. Merci d'avoir été mon invité. C'était très agréable. Mais j'espère. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre appli de podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.